Il ne reste plus quelques heures avant la fin de l'ultimatum imposé par la CEDEAO. Et la situation est très grave, mais aussi complexe. En effet, nous avons trois camps bien précis. Le premier camp, c'est le camp de ceux qui se soulèvent, de ceux qui demandent leur souveraineté. Nous avons le Burkina Faso, le Mali, qui reste ici, je le rappelle, une des 5 puissances militaires en Afrique de l'Ouest. Le gouvernement de transition du Burkina Faso et du Mali, 1. Expriment leur solidarité fraternelle et celle des peuples burkinabés et maliens au peuple frère du Niger qui a décidé en toute responsabilité de prendre son destin en main et d'assumer devant l'histoire la plénitude de sa souveraineté. 2. Dénonce la persistance de ces organisations régionales à prendre des sanctions aggravant la souffrance des populations et mettant en péril l'esprit de panafricanisme. 3. Refuse d'appliquer ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Je répète. 4. Avertissent que toute intervention militaire contre le Niger s'assimilerait à une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Mais également la Guinée équatoriale et maintenant le Niger. Ça fait 4. Le deuxième camp, c'est le camp de ceux qui supportent la CEDEAO et qui sont prêts à poser des actes bien précis. On a le Sénégal qui a clairement fait savoir qu'ils sont prêts à envoyer leur armée au Niger. Est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour 2 raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO, au sommet des chefs d'État, prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. On a également le Nigeria, un pays anglophone, on ne s'attendait pas à ça. En effet, le président Bola Tinubu a pris les rênes de la CEDEAO depuis le 10 juillet 2023, donc ça fait un peu moins d'1 mois. Il est important de mentionner ici que le Nigeria a l'armée militaire la plus puissante en Afrique. Pas seulement en effectif ou en équipement, mais également en budget. On vous parle d'un budget de plus de 2 milliards de dollars. Même la Côte d'Ivoire, qui est dans le top 5 des puissances militaires en Afrique de l'Ouest, a un budget de 120 millions de dollars. Donc, on vous parle ici de la grande puissance en Afrique de l'Ouest. Donc, le Nigeria est dans ce camp-là, le Sénégal est dans ce camp-là, mais on a également d'autres pays qui ont eu à prendre des sanctions contre le Niger. Ça, c'est le deuxième camp. On a un troisième camp dont on ne parle pas. Le camp, justement, de ceux qui ne s'expriment pas et qui n'ont rien dit à date. Que ce soit les membres de la CEDEAO, que ce soit les autres pays voisins. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que cette guerre peut s'étendre en dehors de la CEDEAO et ça peut être le début de quelque chose de plus grand. Maintenant, face à cette situation complexe, d'aucuns se poseraient les questions de savoir qui tire réellement les ficelles. Et à date, on a différentes versions. D'aucuns disent que hey, ce sont les États-Unis qui sont derrière ça et qui tirent les ficelles et qui, justement, veut se débarrasser de la France pour prendre le dessus. Ce qui est faisable. Connaissant les politiques américaines, c'est très faisable. D'autres disent qu'au contraire, c'est la Russie qui tire les ficelles avec l'aide de certains États souverains. Et on a également d'autres versions qui disent comme quoi ce sont plutôt certaines puissances tapies dans l'ombre qui essayent de déstabiliser la région ou bien qui essayent de faire partie de la France. Au-delà de toutes les questions qu'on a qui sont légitimes, sûrement, moi j'ai des questions profondes
qu'on devrait se poser. Parce que la semaine prochaine sera une semaine capitale. Et c'est une semaine qui va marquer l'histoire à jamais. On sera dans une tournure historique du réveil de l'Afrique. Les questions telles que comment se fait-il que certains pays sont prêts à prendre les armes et à aller attaquer des pays voisins au nom de l'Union africaine? La CEDEAO reviendra-t-elle sur sa décision justement d'attaquer le Niger, tout en sachant que peut-être, elle se fait manipuler par l'Occident qui joue sur les peurs de cette dernière. On a justement la peur d'un coup d'État dans leur pays, parce que gardons en tête que si le Niger arrive à dégager la France, c'est le feu vert pour qu'il y ait des actes similaires dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on va compter, ça s'est fait ici, ça s'est fait là, ça s'est fait là. Ça peut également se faire chez nous. Peut-être qu'on verra les armées présidentielles se retourner contre leur chef d'État. Que sais-je? C'est très probable, parce que c'est un mouvement. C'est un truc qui est en train de se passer dans plusieurs pays, donc c'est très probable que ça arrive dans votre pays à vous. Donc, la France ne jouerait-elle pas sur ces peurs-là pour pouvoir tirer les ficelles dans l'ombre? Ou même la peur pour certains chefs d'État d'avoir une zone économique instable. Et pour ces pays qui ont obtenu leur souveraineté, à savoir le Mali et le Burkina, qu'en est-il? Les populations meurent-elles? Ou est-ce que la vie continue? Donc, les représailles dont certains pays ont peur, sont-elles vraiment réelles? Ou est-ce que les conséquences de la liberté ne sont pas aussi affreuses que ce à quoi on s'attend? La semaine prochaine est une semaine clé. C'est une semaine où ce sera important de suivre les nouvelles. Et vous savez combien je suis contre les nouvelles. Mais les enjeux sont trop élevés pour mettre les nouvelles de côté la semaine prochaine. Parce que ce qui se jouera sur le terrain par rapport au Niger, et qui aurait même cru que la vraie délivrance de l'Afrique viendrait par le Niger, qui aurait cru? Mais ce qui se joue au Niger va au-delà de l'économie. L'économie étant super importante, bien sûr. On parle ici des jeux des influences sur le sol africain. On parle de plusieurs blocs qui vont s'affronter en Afrique. Bref, la semaine prochaine, restons concentrés. Dans le même temps, dites-moi dans les commentaires, qui selon vous pilote toutes les opérations sur le terrain en Afrique de l'Ouest? Est-ce que les présidents des pays africains de l'Ouest devraient se soutenir? Ou est-ce qu'ils devraient lutter les uns contre les autres et permettre à la France de s'asseoir dans la sous-région? On se voit dans les commentaires. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort.